Bon, bonjour à tous, je suis Luc, vous êtes sur la chaîne Currenco, bienvenue aux youtubeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Voilà, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce deuxième opus de l'émission Confidence et Confinement. Nous sommes le 8 mai, un jour très important, qui cette année revêt, il est clair, un caractère si particulier à 3 jours du déconfinement français. Le président Emmanuel Macron nous parlait de nous enrôler dans une guerre face à la pandémie, et nous voici peut-être le jour d'une victoire et le jour d'un basculement vers la paix. Nous sommes très touchés, il faut le dire, très touchés, Christine de Comme Turquoise et moi-même, Luc, de recevoir aujourd'hui Olivier Clerc, auteur à succès, éditeur, directeur de publication. Il est aussi un traducteur émérite de bon nombre d'ouvrages dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Exemple Deepak Chopra, Dan Millman, Wayne Dyer, et surtout, c'est probablement, à mon avis, et il pourra nous le dire de son côté, Olivier, Don Miguel Ruiz, probablement la grande rencontre qui a marqué sa carrière. Olivier Clerc est conférencier, formateur dans de nombreux pays. Il a une vingtaine de livres à son œuvre et est président de l'association Pardon International, créateur des cercles de pardon en France, dont on dénombre aujourd'hui 200, c'est ça, Olivier? On n'est pas loin de 250 maintenant. 250. Voilà. Olivier Clerc, bonjour à toi. Ravi de t'accueillir dans l'émission. Bonjour Luc, ravi d'être là. Mais avec plaisir de te rencontrer. Christine me parlait beaucoup de toi et ça y est, je t'ai en vrai, toi et tes lunettes de couleur. C'est toujours touchant. Voilà. J'adore les gens qui ont comme ça cerclé leur regard de couleur. Écoute, comment se passe pour toi le confinement? Donc, tu es en France. Comment ça se passe pour toi? Alors, comme je dis depuis le début, ça se passe bien parce que j'ai fait le choix il y a très longtemps, il y a 20 ans, d'habiter à la campagne. Donc, j'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, d'avoir la forêt pas loin. Et donc, j'ai toujours une pensée pour ceux qui vivent ça dans des appartements, dans des bars HLM, dans des conditions probablement beaucoup plus difficiles, sans la nature, sans le calme, le silence incroyable. Ça, en fait, on vient de vivre 2 mois de dimanche, c'est-à-dire que le dimanche, quand on ouvre sa fenêtre, il n'y a pas de bruit de voiture, tout est beaucoup plus calme. Ben, là, ça fait 2 mois que c'est comme ça. Ça fait 2 mois qu'il y a les chants des oiseaux qui sont plus forts que tout. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, j'ai une activité de formateur qui m'amène à beaucoup bouger, principalement les week-ends. Mais en semaine, je suis, entre guillemets, confiné à la maison. C'est-à-dire que mon activité de traducteur et d'écrivain implique beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments où je suis simplement chez moi à écrire ou à traduire. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une différence considérable et la solitude relative est quelque chose que je vis assez bien. Est-ce que tu peux me dire si tu as eu le choix de te confiner chez toi ou tu avais le choix d'aller ailleurs? Non, je n'avais pas le choix d'aller me confiner ailleurs, déjà tout simplement parce que il me reste encore un fils de 13 ans qui a le pendule entre sa maman et chez nous. Et donc, il a passé 6 ou 7 semaines ici. Et donc, c'est là que ça se passait pour nous. J'ai un autre fils qui est revenu un peu en catastrophe d'Amérique du Nord où il était parti depuis 7 mois quand on a senti que les choses tournaient au vinaigre. Donc voilà, mes 3 fils sont par ici et sincèrement, je ne vois pas où est-ce que je serais allé pour vivre ce confinement mieux que les conditions qu'on avait ici. D'accord. Écoute, tu sais, comme c'est la première fois qu'on se rencontre et que je trouve que la première fois, c'est toujours la meilleure, je me propose de te faire une petite interview à la Hardisson. Alors, Hardisson et le développement personnel, c'est probablement chien et chat. C'est sûr que si on les met ensemble, au début, ça fera des coups de griffe et des bulles. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, dans Hardisson, c'est qu'un temps, il a créé cette interview première fois. Alors, ce que je te Oui, mais alors tu propose… aurais dû t'habiller en noir parce qu'Ardisson, ouais. il est toujours en noir. Exactement, exactement. J'ai hésité, figure-toi, mais il fait un tel temps dans le sud de la France que j'allais mourir de chaud. J'ai décidé d'être un blanc sur ce coup-là. Et si tu veux, mais tu as bien fait de me dire que le noir aurait pu m'aller. Faut que j'y réfléchisse pour la prochaine fois. Je cherche une tenue pour être un peu plus officielle dans Confidence et Confinement. Alors, je sais pas, on va voir. Eh bien, écoute, toi, cette première interview, je te propose qu'elle soit une première fois. Donc, en fait, je vais te poser des questions. Et l'idée, c'est de te poser des questions de première fois et que tu me donnes 2 réponses. Une sur ta vie et une sur le confinement. C'est OK? On va essayer ça. Allez, c'est parti. Écoute, pour toi, c'est quoi ta première grande claque, ton premier grand choc?
C'est drôle, la première réponse qui me vient, ma première grande claque, mais une claque magistrale, magnifique, très belle, c'est j'ai 16 ans et en philo, notre prof nous fait étudier Platon. Moi, la philo, j'y comprends rien. Je viens de passer un trimestre avec des notes catastrophiques. Et vrai coup de bol, un copain qui est une année au-dessus de moi au lycée me dit, tu devrais lire ce bouquin. Il me file un bouquin dans lequel je découvre l'allégorie de la caverne de Platon. Et Exceptionnel. là, c'est waouh! Hmm. C'est comme si au même âge, en 98, j'étais allé voir Matrix au cinéma. C'est la baffe qu'on se prend, c'est l'impression d'une résonance, mais extrêmement profonde, et de me dire, effectivement, ce que je prends pour la réalité, c'est que des ombres. Ce que je prends pour la réalité, c'est qu'une matrice informatique, mais la réalité vraie, elle se situe ailleurs. Et c'est de là que je situe pour moi comme quelque chose qui s'enclenche et qui va se dire comment est-ce qu'on sort de ça, comment est-ce qu'on sort de la grotte, comment est-ce qu'on sort de la matrice, comment est-ce qu'on vient toucher ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de réel derrière les illusions et les apparences. Et alors, la même chose pendant le confinement, c'est quoi ta première grande claque? Je ne sais pas si j'ai pas le sentiment d'avoir eu des claques particulières dans ce confinement, dans tout ce déluge d'informations, de contre-informations, d'avis, de peur, de panique, de colère, d'indignation, etc. Non, j'ai pas pris de claque à ce niveau-là parce que, enfin, tous les indicateurs pour des gens qui s'intéressent à tout ça depuis longtemps laissaient prévoir que les choses puissent se passer de cette façon-là. Juste en aparté entre nous, est-ce que l'histoire du professeur Raoult, indépendamment de la notion médicale, est-ce que ça t'a fait quelque chose, ça t'a choqué, la façon dont tout le monde s'est mis à s'opposer à sa proposition, ou est-ce que c'est pour toi c'est comme le reste, ça fait partie du jeu, c'est du grand théâtre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vécu jusqu'à 24 ans en Suisse. Ça fait 34 ans maintenant que je vis en France. Et donc, j'ai ces deux cultures en moi. Et dans ce qui se joue autour du professeur Raoult, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'Astérix. C'est-à-dire, tout d'un coup, on avait découvert un nouveau panoramix. Et puis, tout d'un coup, c'était l'irréductible village gaulois et son druide contre l'Empire romain, C'est c'est-à-dire ça. le gouvernement, les autorités, etc. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir des réflexes qui sont des réflexes culturels. C'est-à-dire qu'en France, il y a une culture où, par définition, le rebelle, l'outsider, celui qui est contre, on a tendance, a priori, sans même y réfléchir, à se dire il a forcément raison puisqu'il est contre. Puisqu'il n'est pas d'accord avec les autres, puisqu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement, forcément il a raison. Et ça, c'est un travers auquel il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai été habité par ce travers pendant longtemps. C'est-à-dire que si c'était en dehors du mainstream, c'était forcément mieux. Puis un jour, on se rend compte qu'en fait, c'est pas dans le mainstream, mais c'est juste complètement nul. Ça tient pas la route, ça tient pas debout, c'est superstitieux, c'est pas étayé, c'est pas solide. Et donc, on devient encore plus exigeant. Donc là, je trouve qu'il s'est vraiment joué quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en fait, ni toi ni moi, on est médecin, on n'est pas professeur de médecine, on n'est pas virologue, on n'est pas expert, mais on se croit autorisé à penser que lui a raison ou l'autre. Et sur la base de quoi? Ben, sur la base de quelque chose de purement affectif. Lui, il a une bonne tête, lui, je l'aime pas, etc. Et moi, ça me passionne parce que depuis bientôt 40 ans, un de mes dadas, c'est la façon dont nous sommes pétris de croyances. Je voulais écrire un livre qui s'appellerait Credo, Crédit, Crédule. Voilà. Credo, parce qu'on a tous des credos, mais pas seulement religieux, c'est là où on se plante, on a des credos alimentaires. Rien ne ressemble plus à une religion qu'un régime alimentaire. Rien ne ressemble plus à une religion que la façon dont on se soigne. Je suis partisan ou croyant de l'homéo ou de l'aroma ou de la phyto ou de l'allopathie, etc. Et puis crédit parce que toute notre économie repose sur de la croyance. Je te crois, je te donne de l'argent, je te donne un crédit. Crédit, ça veut dire je te crois, je crois à ce que tu fais. Je te crois plus, je te retire les sous, tu n'as plus un prêt à la banque, tu n'as plus rien. Tu vois. Donc on a un monde qui, contrairement à ce qu'on s'imagine, est fondé sur la croyance. Nous, on croit qu'on s'appuie sur les faits, que nous sommes des gens raisonnables, qu'on étudie objectivement les choses et qu'ensuite on prend une décision raisonnable. C'est complètement bidon. Nos décisions, elles viennent d'affect, elles viennent de préjugés, et ensuite on les rationalise, on les justifie, on met un vernis intellectuel pour les présenter aux autres, mais ça ne leurre personne. Voilà. Donc Raoult, pour moi, c'est juste une des manifestations nombreuses de ce qui se joue en ce moment, qui est des adhésions, des rejets, des j'aime pas, je déteste, etc. Mais où la raison, l'objectivité, si tant est que cette chose-là existe d'ailleurs,
n'interviennent que relativement peu. Alors, ce que je trouve vraiment rigolo malgré tout, ça, je te le dis comme ça parce que je trouve que c'est un moment de partage, mais moi j'ai adoré l'idée que tout le monde soit dans la désobéissance. Moi, je trouvais que Raoult, c'était monsieur désobéissance. Et pendant un tout petit moment, ça a été touchant de voir alors lui, il comprenait pas ce qui se passait. Marseille, c'est la ville de la désobéissance, mais dans le monde entier aujourd'hui, c'est la désobéissance. Et alors, ça m'amène à la troisième question que j'allais te poser. C'est quoi ta première désobéissance? Oh my goodness. J'ai un souvenir qui me fait marrer, qui me revient là, c'est que je me revois gamin avec l'obligation de faire la sieste. Bon. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui auront probablement des souvenirs comme ça où tu dois aller faire la sieste et que tu n'as juste plus l'âge de faire la sieste et tu as envie de faire quelque chose d'autre. Et inconsciemment, tu comprends bien que c'est juste les parents qui ont envie qu'on leur foute la paix. Bon. Et puis qu'ils aient une heure tranquille, tu vois. Bon. Alors, je me revois dans mon lit et il y avait un bureau juste devant mon lit comme ça. Et j'ai pris une paire de ciseaux et je me suis mis à découper mes draps, tu vois. Je ne te dis pas le résultat au réveil, hein, mais c'était une façon de me rebeller contre quelque chose qui m'était imposé et qui me correspondait pas du tout. À ton avis, dans la spiritualité, c'est quoi la désobéissance? Alors, c'est un thème très intéressant parce que ça peut nous entraîner très loin. Déjà, par exemple, dans la plupart des ordres monastiques, il y a une notion d'obéissance. Obéissance à l'abbé, obéissance à celui qui dirige l'ashram, le monastère, le couvent, etc. Et cette notion d'obéissance qui peut hérisser le poil à certains, à quoi est-ce qu'elle correspond, si on y réfléchit 3 secondes? Elle correspond au fait qu'en règle générale, à qui j'obéis? J'obéis à mon ego. Donc, j'obéis à mes pulsions, à mes désirs, à mes lubies, à n'importe quoi. Et ensuite, je me retrouve à payer le prix des conséquences fâcheuses qu'entraînent mes comportements. Et donc, un jour, je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer d'être l'esclave de mon ego ou est-ce que j'ai envie progressivement d'obéir à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de mieux inspiré, de plus juste, de plus sage, de plus aimant que ça? Et l'obéissance, comprise comme ça, devient en fait une protection contre les travers de son ego et ses vieux conditionnements et ses vieilles programmations, etc. Donc, elle a une utilité, au moins en tout cas, elle a une utilité un temps. Je dis bien un temps parce que le cocon a une utilité un temps pour passer de l'état de chenille à papillon, mais s'il se prolonge au-delà, la pauvre chose, elle meurt à l'intérieur. Donc, la plupart des contraintes qu'on s'impose, elles servent à favoriser un cheminement, mais si on les poursuit au-delà de ça, eh bien, elles se retournent complètement contre leur utilité. Donc, il y a un niveau où l'obéissance, elle permet de se dépasser, et il y a un niveau, j'ai pris l'image du cocon, mais on pourrait prendre l'image de l'œuf, hein. Il y a un moment où la coquille de l'œuf permet au jaune et au blanc de se développer jusqu'à faire un joli oisillon, un joli poussin. Puis il y a un moment où il est temps de briser la coquille. Voilà. Et briser la coquille, c'est le moment où on dit les limites, le cadre dans lequel j'ai grandi, je le fais péter parce qu'il a rempli son office et que si je reste dedans, je ne vais plus grandir, je ne vais plus avancer. Et ce qui est intéressant, et j'aime bien ta question pour ça, c'est que moi, je regarde les gens qui m'ont le plus inspiré, les gens auprès desquels j'ai été me former, notamment dans le plan spirituel, sont tous, sans exception, des gens qui, se sont installés dans une tradition. Donc, ils ont fait partie d'un cadre, d'une structure. Et ce sont tous des gens qui, à un moment, ont pris leur liberté dans cette tradition. Ce n'étaient pas des clones, ce n'étaient pas des copies conformes de la génération de quelqu'un d'autre. Ce sont des gens qui, à un moment, ont parlé avec leur propre voix. Donc, il y avait ce mélange obéissance-désobéissance, il y avait ce mélange tradition et liberté. Et moi, j'ai besoin des deux. Voilà. Ton premier éveil de conscience? Mon premier éveil de conscience, à part l'histoire que je racontais tout à l'heure avec Platon, il va venir du moment où je commence à me passionner pour les rêves. C'est le sujet de mon tout premier livre. Et puis dans les rêves, je m'intéresse à ce qu'on appelle le rêve lucide. Comment est-ce qu'on fait pour devenir conscient à l'intérieur de ces rêves? Mon objectif était très simple, je ne m'intéressais au rêve lucide que comme un tremplin éventuel vers ce qu'on appelait le voyage astral, la sortie de corps.
parce que j'étais obsédé par l'idée de la mort. Et je me suis dit, ben, la seule façon de savoir, pas de croire, de savoir, c'est de vivre moi-même une sortie de corps. Et là, je saurais que quelque chose est capable d'exister en dehors du corps physique. Voilà. Donc, on m'avait dit, le rêve lucide, c'est la porte d'entrée pour ça. Donc, je te parle de ça, c'est le tout début des années 80, 80-81. Il n'y a pratiquement aucun livre sur le sujet. Donc, je bidouille, je cherche. Et à un moment, j'ai un déclic. Je me dis, mais attends, je suis en train d'essayer de devenir conscient dans mes rêves, ce qui est vraiment le domaine inconscient par excellence. Mais est-ce que je suis déjà conscient dans ma vie? Et là, je me rends compte, c'est une vraie prise de conscience pour le coup, que finalement, on passe la majorité de notre existence comme des somnambules. Quel est, dans une journée de 24 heures, le moment où on a vraiment conscience d'être là, d'avoir un choix, conscience de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche, de ce qui se passe autour de nous? Quels sont les moments où on est vraiment conscient, ne serait-ce qu'à la personne qui est juste en face de nous, à son regard, à comment elle parle, à la couleur de sa peau, à ce qui se dégage d'elle, à l'état intérieur dans lequel il ou elle se trouve? De plus en plus, on a des gens qui sont devant vous et qui ne sont même pas là. Parce qu'en pensée, ils sont ailleurs, ils sont sur leur smartphone, ils pensent… Voilà. Et donc, je vais avoir ce déclic de me dire, si je veux devenir conscient dans mes rêves, il faut d'abord que je commence par devenir conscient dans ma vie éveillée. Et là, je vais utiliser une astuce pour ça, qui va m'amener à faire des pauses de conscience 50 à 100 fois par jour, à tout moment, n'importe quand dans la journée. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au début, je fais ça juste pour avoir mes rêves lucides, et ça marche. Je me retrouve assez rapidement à faire 4-5 rêves lucides par semaine. Mais en fait, le plus grand bénéfice que j'ai retiré de ça, c'est que ça m'a amené, avant même, à l'époque, personne ne parlait de pleine conscience, mais ça m'a amené à développer une forme de pleine conscience dont les bénéfices généraux sont allés bien au-delà du seul fait de faire des rêves lucides. Tu parlais de somnambulisme tout à l'heure, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans le somnambulisme, il y a un isme, et on se demande si en ce moment, nos enfants, moi j'ai des enfants qui ont 16, 12, et puis qui commencent à être omnubilés par le petit écran, là, et à toutes les fonctions multiples d'Android et donc d'iPhone. Mais en fait, on se demande s'ils ne sont pas en train de développer un isme aussi, hein, une sorte de mouvement d'être dans lequel la notion du petit écran est le principal de la réalité. Je me demandais quel était ton premier éveil conscient ou de conscience pendant les 2 mois de confinement. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, les jeux vidéo, les smartphones, tout ça, toute cette virtualité. Juste avant qu'on démarre l'émission, tu me parlais de Second Life. Moi, j'ai toujours trouvé que ce nom était complètement usurpé. Le vrai nom, c'est Third Life, troisième vie. Parce que la Second Life, on la vit tous là, dans la tête. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, notre vie est déjà une Second Life. C'est déjà une vie qui se passe, je pense, je réfléchis, je me souviens d'un truc du passé, je me projette dans le futur. Je ne suis pas là, je ne suis pas présent à cette vie-ci, à ce ressenti-ci. Le ici, maintenant, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas. Il y avait une phrase comme ça il y a une trentaine d'années dans les livres de développement personnel qui disait, si je la traduis de l'anglais, la vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. C'est terrible. Hein? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, on n'est juste pas là. Voilà. Donc, ça veut dire que cette première vie, qui est la vie incarnée là, dans ce corps, dans cette sensibilité, dans cette perception de l'ici et maintenant, elle est déjà occultée au détriment d'une seconde vie, qui est cette vie virtuelle, de mes pensées, de mon imaginaire, de mes sentiments, des histoires que je me raconte, auxquelles je crois, de mes projections qui me permettent de rejouer les choses. On est principalement là-dedans. La plupart des traditions finalement spirituelles essayent de nous sortir de cette bulle, nous sortir de ce coco-là pour nous ramener dans la première vie. Donc, ce qui se joue aujourd'hui de manière tellement évidente avec un ordi, avec un smartphone, avec un jeu vidéo, c'est qu'un reflet amplifié, exagéré de ce qui est le mode de fonctionnement de l'humanité occidentale moderne. Je sais moins pour d'autres pays ou ailleurs, mais en tout cas pour nous, c'est vraiment flagrant. Tu vois, c'est marrant parce que j'aurais presque envie de te dire, en fait, c'est la 4e vie, parce qu'il y a une vie que tu aurais pu citer, et je pense qu'elle va paraître évidente pour toi aussi, c'est qu'il y a la vie de nuit, en fait. C'est aussi une vie que finalement, on n'utilise jamais.
C'est incroyable, hein, finalement, qu'on n'a jamais pris en compte cette partie-là. Alors, tu vas me dire que dormir, c'est pas vivre, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de peuples anciens qui ont utilisé les rêves, qui ont utilisé les voyages de nuit pour vivre le lendemain différemment. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, moi j'ai commencé par ça, puisque, comme je te disais, mon premier livre était sur les rêves et que des fois je dis en plaisantant qu'il m'a fallu 30 ans juste pour que les deux pieds touchent le sol. C'est-à-dire que j'étais plus intéressé par les états de conscience modifiés, par le rêve, par l'utilisation de psychotropes, de médecine sacrée, par tout ce qui était ailleurs autrement que par cette réalité-là concrète. Donc, le rêve me passionnait et on devrait dire les rêves parce qu'il y a toute une catégorie de rêves différents qui ne se prêtent pas à la même interprétation et à la même compréhension. Et il y a effectivement là un monde d'une très grande richesse dans lequel on peut aussi d'ailleurs facilement se perdre. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu prends deux auteurs aussi différents que Miguel Ruiz, d'un côté, tradition toltèque, et Olivier Chambon, chez nous, psychiatre, qui a écrit notamment cet excellent livre sur la médecine psychédélique. Miguel Ruiz dit « Notre cerveau rêve 24 heures sur 24 ». Olivier Chambon, il dit « Notre cerveau hallucine 24 heures sur 24 ». C'est la même façon de voir les choses, mais dans le vocabulaire toltèque spirituel d'un côté, psychiatrique, développement personnel de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau a cette capacité de créer en permanence une interprétation, une représentation, une construction de la réalité qu'on prend pour la réalité, mais qui n'en est qu'une construction. Et Miguel ajoute, dans la journée, on a le support de la réalité physique qui maintient, qui cadre à peu près notre rêve. À partir du moment où on s'endort, on n'a plus ce cadre extérieur et du coup, on a des rêves qui passent du coq à l'âne, qui sont pleins d'absurdité et d'incohérence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est le même fonctionnement intérieur, mais avec d'un côté une structure extérieure qui cadre un peu les choses et de l'autre, on n'est plus que dans son univers personnel et les choses se passent différemment. L'univers personnel, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est constitué très souvent, tu sais, dans notre passé de rencontres. Toi, tu as eu quand même des grandes rencontres. Hein. Je pense que Miguel Ruiz, c'est une des grandes rencontres de ton existence. Alors, je vais te poser une question première fois. Et la question, c'est ton premier idole, c'est qui? Alors là, la réponse, elle est facile. Mon premier idole, moi, je suis un passionné de musique. Je fais du piano depuis bientôt 50 ans. Ma première idole, mon premier idole, c'est un pianiste roumain, Dinu Lipati, qui est une légende chez les pianistes et dans le monde classique, mort beaucoup trop tôt, à 33 ans, en 1951, ayant laissé peu d'enregistrements, mais qui sont tous devenus mythiques. C'est-à-dire qu'il avait atteint, j'en ai des frissons rien que d'en parler, tu vois, il avait atteint un niveau de perfection dans la musique qui est pratiquement resté inégalé à ce jour. Et c'est intéressant parce que 10 ans après sa mort, les plus grands musiciens de l'époque, de Yehudi Menuhin à Igor Markevitch, à plein d'autres gens, Nikita Magalov et plein d'autres, Arthur Honegger, ont écrit un livre en hommage à Dinu Lipati. Si tu lis ce livre et que tu ne sais pas que c'est un hommage à un musicien, tu crois qu'on parle d'un saint homme. Ah, c'est-à-dire que pour nous, être un saint homme, c'est s'occuper des pauvres à Calcutta, c'est être dans un monastère, etc. Mais c'est comme si cet être-là, il a vécu sa sainteté à travers la musique, à travers sa façon de l'enseigner. Et je connais tous ses disques par cœur, mais note par note. Et au bout de 50 ans d'écoute, puisque j'ai découvert les premiers vinyles, j'avais 8 ans, j'ai encore la même émotion. J'ai encore ce moment où je me dis, waouh, je touche quelque chose de l'ordre de la perfection divine. Et alors, par un de ces curieux hasards, il se trouve que, bien que roumain, il avait, au moment de la Seconde Guerre mondiale, voulu fuir aux États-Unis, où il avait une possibilité de partir. Et puis, finalement, il s'est arrêté à Genève, où j'ai grandi. Et il était enterré à 1 kilomètre de la maison de mes parents. Et il y a toujours un buste de lui dans un parc Dinu Lipati à 500 mètres de là où j'ai grandi. Donc ça, c'était mon idole absolue. Et alors, je sais que la question va être d'une difficulté absolue, là, mais si je te demande quel est ton premier idole pendant ces 2 mois de confinement? Alors, d'abord, je ne sais pas si aujourd'hui je suis très dans l'idolâtrie, comme on peut l'être quand on est plus jeune. Il y a une personne et un livre qui occupent beaucoup de mon temps en ce moment, puisque le mois prochain, en juin,
va sortir le livre de cet auteur dont j'ai acquis les droits pour les éditions Jouvence au mois de septembre dernier. Il s'appelle Charles Eisenstein et il a écrit ce livre magnifique qui s'appelle « Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible ». Et ce livre, je dis beaucoup, je le dis dans la préface que j'y ai faite, c'est le livre que j'attendais depuis 20 ans. Ce livre, j'en ai lu les 6 premiers chapitres qui sont téléchargeables sur mon blog. Depuis hier, sur ma page Facebook et aussi sur mon blog, j'ai mis le petit livret qu'a réalisé les éditions Jouvence avec la couverture, une table des matières détaillée des 36 courts chapitres de ce livre, les 3 premiers chapitres en PDF ainsi que ma préface. Parce que je pense que ce livre qui devait initialement sortir fin août, mais qu'on a avancé donc à début juin, arrive pile poil à point nommé maintenant au sortir de ce confinement. Parce que ce qui nous raconte, la nouvelle histoire qu'il nous propose, cette nouvelle façon de développer nos relations, de comprendre qui nous sommes sur cette planète, etc., c'est cette histoire que de nombreuses personnes ou personnalités appellent de leur vœu depuis 10, 20, 30, 40 ans. Cyril Dion, récemment, dans une vidéo que je regardais de lui, parlait, il disait, voilà, on a besoin d'une nouvelle histoire parce que nos anciennes histoires nous ont amenés dans le mur. C'est-à-dire notre façon de comprendre le monde, notre façon de tisser notre compréhension nous amène dans le mur. Et cette nouvelle histoire qui nous décrit dans ce livre est celle qui manque pour donner sens à ces récits qu'on a vu émerger dans la biologie, qu'on a vu émerger dans l'agriculture, dans la médecine, dans l'éducation. On sent bien que quelque chose essaye d'émerger depuis toutes ces années, facilement 4-5 décennies, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas. Et là, on a cette brèche, avec ce confinement, avec tout ce qui se passe, hein, où cette situation, quelle qu'en soit réellement la cause et l'origine, moi, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça a mis en évidence toutes nos fragilités, nos absurdités et nos non-sens. Et puis là-dedans, paf, on a ce livre qui est déjà traduit dans 6 ou 7 langues. Il y a un site internet qui est consacré à ce livre en anglais où j'en sont à 60, 80 000 followers qui échangent beaucoup sur comment on fait pour passer de l'ancienne histoire à la nouvelle, pour intégrer ça dans notre vie au quotidien. Donc, du fait que je participe très activement à tout ce qui concerne ce livre, à le faire traduire, à le promouvoir, etc., il a été très présent avec moi durant ce confinement, puisque à mesure que des éléments de couverture, des chapitres, des choses étaient là, je les ai partagés, j'en ai parlé dans les réunions Zoom que j'ai animées durant ces 2 mois. En tout cas, je peux te dire que moi, j'ai donc lu la préface. Hein. Je suis allé voir sur ton site, sur ta page Facebook, j'ai lu la préface. J'ai trouvé ça d'une grande qualité. Alors, c'est ta préface, donc c'est vrai que tu es impliqué. Je pense que c'est un livre qui te touche. Et j'ai pas osé commencer le livre parce que je me suis dit non, s'il n'y a que le début, il n'y a pas la fin, ça va être terrible pour moi. J'attends. Je me suis dit non, il me donne des gâteaux, mais il me donne pas le final là, donc j'attends. Donc j'ai gardé. Mais c'est comme les séries, tu vois. J'ai lu 3 premiers chapitres que j'ai mis en audio, puis il s'est coulé une petite semaine, et puis c'est j'en ai mis 3 de plus. Et l'idée, c'est d'une montée en puissance progressive jusqu'à la sortie en numérique qui sera le 9 juin, et puis la sortie papier est prévue pour le 23 juin. L'auteur, d'ailleurs, ce qui est assez chouette, c'est que tu peux lire son livre intégralement en français, en allemand, en 4 ou 5 langues, sur son site là, maintenant. Et puis, à la fin, tu décides si tu as envie de payer quelque chose ou pas, si tu as envie de payer le prix d'un livre normal, ou tu as trouvé ça tellement génial que tu décides de filer 50 € pour que ça compense ceux qui ne l'auraient pas payé. Il fonctionne avec ce qu'il appelle l'économie du don. Et d'ailleurs, l'un des prochains livres de lui, dont on a aussi acquis les droits, c'est sur l'économie sacrée. Voilà, ce qui est une façon complètement différente d'envisager le commerce, les rapports humains, les échanges économiques de ce qui se fait jusqu'ici. Et lui vit comme ça. Ses ateliers sont faits comme ça, ses retraites sont comme ça, ses livres sont commercialisés comme ça. Tu t'es trouvé dans une envie pédagogique plus avancée que la normale. C'est-à-dire, j'avais l'impression que tu voulais quand même que ce soit possible pour beaucoup de monde de faire un pas. Tu dis dans tes vidéos, hein, tu dis il vaut mieux 100 personnes qui font un pas qu'une personne qui fait 50 pas. Tu vois, j'ai senti ça chez toi, qu'il y avait une pédagogie du cœur, tu vois, une pédagogie pour aller ensemble, faisons tous un pas, et c'est un pas vers l'être, hein, c'est un pas vers soi, c'est un pas vers plus. Alors, je vais te poser une question, c'est quoi ton premier amour ?
Alors, de ce point de vue-là, mon premier amour, c'est la musique. Ça, c'est clair et net. Quand Nietzsche dit, comment il dit ça sans la musique, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je crois que je peux faire ça totalement bien. Bien avant de découvrir la spiritualité, moi, c'est la musique qui m'a nourri, qui a donné sens à ma vie, qui m'a aidé à traverser des moments difficiles. Si j'avais pu être musicien, si j'avais pu vivre que de musique, je pense que je pense que je l'aurais fait. Peut-être qu'un jour, je reviendrai juste pour ça. Je joue du piano, je travaille en musique. Il y a de la musique tout le temps dans ma vie. Dans ton livre, là, dans le dernier livre en date, tu fais des lettres pour ta prochaine incarnation, tu parles de musique? Non, curieusement, je pense que j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai pas le souvenir des 14 lettres comme ça en tête, mais peut-être que j'en ai touché un mot, mais je pense pas avoir. Ça, c'est intéressant, tu vois. Le fait que tu me le dises, je me dis, tiens, effectivement, je n'ai pas consacré une lettre ni à l'art en général, ni à la musique en particulier, alors que pour moi, c'est absolument vital. Je vois chez toi, enfin, tu me diras, tu vas me dire, mais non, Luc, je ne suis pas comme ça. Mais je me permets de prendre ce risque de dire que moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est en amour des autres. Tu crois que c'est vrai? Alors, écoute, c'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas garder les choses pour moi. Et depuis aussi loin que je me souvienne, dès que je découvre quelque chose, j'ai qu'une envie, c'est de la partager, c'est de la faire découvrir. Et ce que tu disais sur la pédagogie est très juste. Elle tient à deux choses. D'abord, que moi, j'ai terriblement souffert à l'école quand j'étais jeune. Je suis très cerveau droit, pas cerveau gauche. J'avais des notes catastrophiques et l'école a été vraiment un chemin de croix. Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte que voilà, j'ai malheureusement eu beaucoup de profs qui étaient pédagogiquement des catastrophes ambulantes. Voilà. Aucun enthousiasme, aucune capacité à transmettre, à partager, à éveiller. Donc, l'obsession de rendre les choses accessibles à tout le monde. Je crois que tout l'essentiel peut être transmis de façon simple. Je pense que on peut même transmettre l'essentiel à des enfants. Ça ne demande pas du tout d'avoir un bac plus 4, plus 6, un doctorat, rien du tout. L'essentiel de la vie, on peut le mettre en mots, en images qui s'adressent à des petits-enfants. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, on vit en démocratie aujourd'hui quand même sur une bonne partie de cette planète et que donc en démocratie, c'est le nombre qui compte et qu'effectivement, je le dis depuis longtemps, je pense qu'il est plus important que 100 personnes fassent un pas qu'une seule en fasse 50 ou 100. Voilà, parce que si on arrive à faire monter progressivement le niveau de conscience, le niveau de compréhension des gens, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Une des pires choses pour moi de notre époque, c'est ce que mon grand ami Pierre Pradervan à Genève, un auteur que j'adore, appelle les armes de distraction massive. Voilà. Les armes de distraction massive, c'est-à-dire que c'est de l'abrutissement organisé. Ce qui me navre, c'est de voir qu'on a tous ces outils, la radio, la télévision, Internet, etc. Et quel est l'usage principal qu'on en fait? Est-ce que c'est pour vraiment constamment élever le niveau de conscience, le niveau de sagesse, de compréhension, de joie, de santé des gens? Et à un moment, quand on se rend compte qu'on dépend tous les uns des autres, et non seulement des humains, mais des plantes, de la nature, des animaux, etc., on se dit ne pas prendre soin du collectif et des autres, c'est se tirer une balle dans le pied. Si tu veux, en dernière question, j'allais te demander, dans ta vie, ton premier espoir, ça a été quoi? Ton premier grand espoir? Mon premier grand espoir, c'était de changer le monde, c'était de dire on va, de mon vivant, c'est ça que je croyais quand j'avais 18-20 ans, je me disais de mon vivant, on va tout changer. Voilà. Alors après, pour ceux qui sont branchés astro, je fais partie de toute une génération qui a Neptune en Scorpion et ça m'a fait rire 30 ans plus tard de découvrir un texte qui parlait de ces tendances générationnelles et c'est typique. Allez, on rase tout, hein, c'est tout nul. Et on va reconstruire quelque chose de bien, de juste, de formidable et de parfait. Bon, les années passant, on apprend à mettre un peu de nuance là-dedans. Mais mon grand espoir, c'était ça, c'était de se dire, et je continue de penser aujourd'hui, quand je lis le titre du livre d'Eisenstein, notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible. Mais on le sait tous là. On sait tous on pourrait tous vivre heureux sur cette planète. Pourrait y avoir assez à manger pour tout le monde. On pourrait trouver une façon de s'organiser et de vivre qui respecte l'écologie, qui respecte la vie, qui respecte les animaux.
on pourrait vivre quelque chose de tellement plus magnifique et plus beau que ce qui est le cas. On pourrait aller à l'école avec le sourire, en apprenant des choses, en étant passionné, au lieu de traîner pendant 40, 50 ans des souvenirs cauchemardesques des années passées en classe. On pourrait apprendre une langue en quelques mois, au lieu de l'étudier pendant 6 ans et d'être incapable d'en parler 2 mots quand on arrive dans le pays en question. C'est-à-dire que moi, ça fait 40 ans que dans tous les domaines, je me passionne pour les clés qui permettent de faire mieux, de faire plus efficace dans l'agriculture, dans la pédagogie, dans la médecine, partout. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pratiquement rien à inventer. Tout existe. La seule chose, c'est qu'on ne met pas en œuvre. Ça fait 40 ans qu'on sait bien enseigner les langues. Ça fait 40 ans qu'on continue de les enseigner d'une manière catastrophique. Ça fait des décennies qu'il y a d'autres façons de renforcer son immunité, de soigner les maladies, de faire. Enfin, on continue de faire des trucs moyenâgeux. Voilà. Et je pourrais, dans chaque domaine, faire la même chose. On a les clés. C'est pas qu'il s'agit d'inventer, c'est pas qu'il s'agit de trouver. Ça a été trouvé, ça a été expérimenté à petite ou moyenne échelle depuis des décennies, de manière suffisamment concrète et réaliste pour qu'on sache que ça marche. Mais comment on fait pour que ces choses-là arrivent à prendre le dessus? Et là, on revient au début de notre échange, c'est que pour l'instant, on est dans des croyances. Et que ce sont nos croyances qui font qu'on continue de faire des choses qui ne marchent pas, qu'on continue de faire des choses qui finalement nous font plus de tort que de bien, parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire. Et Einstein disait, on vit une époque où il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Il ne faut pas juste la répéter, cette phrase. Faut la laisser descendre puis se dire, attends, mais où est-ce qu'ils sont mes propres préjugés? C'est où les choses où je suis tellement sûr, parce que j'ai été élevé comme ça, que je n'arrive pas à bouger là-dessus. Voilà. Mes croyances alimentaires, mes croyances médicales, mes croyances sociales, économiques, etc. Donc, pour l'instant, ce sont nos croyances, c'est-à-dire nos histoires, les récits dans lesquels on baigne depuis tout petit, qu'on n'a jamais remis en question, qui nous empêchent de passer à un monde vraiment plus beau, à un monde vraiment meilleur. On a toutes les ressources, on a tous les moyens, on a tous les outils, mais ce sont nos croyances pour l'instant qui nous maintiennent dans cette ancienne histoire, avec toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui comme le nez au milieu de la figure. Et ton espoir là, pour le déconfinement et l'après-déconfinement, ce serait quoi en quelques mots? Mon espoir, c'est que ce confinement aura servi à quelque chose. C'est qu'il aura permis à des gens de se poser un certain nombre de questions, de faire des choix, de se rendre compte qu'il y a des choses qui étaient, par exemple, nous ici, je vis dans une bourgade de 4500 habitants, de se dire, tiens, on a pu faire toutes nos courses pendant 2 mois localement ici, sans aller à la première ville à 20 bornes en voiture. J'espère que ça sera favorisé à travers tout ce qui a été offert par les artistes, par les youtubeurs, par les éditeurs, par plein de monde, que ça aura favorisé un début de prise de conscience et qui va en sortir quelque chose qui va s'amorcer un changement. Parce que, sans vouloir jouer les Cassandres, ma conviction est que peut-être ce qui se joue là, et quand je dis là, c'est entre maintenant et dans l'année à venir, en gros. Ce qui se joue là, c'est peut-être la dernière occasion que nous avons de faire les changements vitaux, c'est la vie qui est en jeu, que nous devons faire autrement qu'à coup de quelque chose de terriblement catastrophique. Voilà. C'est une intuition profonde que j'ai, c'est que là, bien sûr, il y a eu des morts, bien sûr, il y a une dépression économique qui se pointe, bien sûr, il y a des problématiques très réelles pour des millions de gens, mais je pense que il y a une vraie opportunité, il y a une brèche, il y a l'occasion d'introduire un changement plutôt qu'il nous soit imposé par la force dans quelques temps, dans des conditions beaucoup plus difficiles. C'est vrai que tu vois, cette émission, c'est un peu le but, hein, c'est de prendre le pouls d'auteurs comme toi. On a eu avant Sarah Serievi, qu'on va avoir après d'autres personnes de talent comme vous. Et c'est vrai que, écoute, tu parlais d'une brèche, et moi je me posais une question, je me disais peut-être qu'on va vivre ce déconfinement avec la force qui manquait depuis un temps, c'est la joie. Parce que quand même, si on regarde bien dans le passé, c'est la joie qui a beaucoup changé les choses. Et là, il y a peut-être une grande joie qui arrive. T'en penses quoi?
Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est j'ai un grand ami qui s'appelle Jacques Lecomte, auteur de nombreux bouquins chez Odile Jacob. C'est un des héros de ce qu'on appelle la psychologie positive en France. Ses livres sont magnifiques, je les recommande pratiquement tous. Et Jacques se définit comme un opti-réaliste. J'aime beaucoup cette définition-là. C'est-à-dire il y a un côté optimiste parce qu'il est très au fait de tout ce qui se passe dans le monde et pas que du côté noir, mais en même temps très réaliste sur les problèmes réels auxquels nous sommes confrontés. Et j'aime bien cette posture qui est ni dans l'angélisme, tout va être merveilleux, nous allons rentrer dans une ère de paix, d'amour et de fraternité, les extraterrestres vont nous aider à changer, etc., etc., ni dans le côté on va tous crever. Et voilà. J'essaie de trouver cette posture intermédiaire qui tient à la fois compte de ce qu'il y a effectivement de plus beau et de plus merveilleux, mais de ce qu'il y a aussi de plus sombre. Alors j'entends ce que tu dis sur la joie, et je pense qu'on est nombreux voilà, à attendre ces retrouvailles, ces moments de partage dont on a été privé depuis 2 mois. Mais si je reviens après le côté opti au côté réaliste, j'entends aussi autour de moi beaucoup de peur. J'entends aussi beaucoup de colère. J'entends aussi des gens qui sont prêts à tenter toutes sortes de procès d'intention, etc., etc. Et donc, mon sentiment est qu'on va avoir un panachage assez considérable d'états de conscience, de pensée, de sentiments, d'émotions, et que tout ce qu'on ne voyait pas jusqu'avant, parce que la société tournait à fond, qu'on était tout le temps à fond, ben là, tout d'un coup, tout ressort. L'image qui me venait, c'est comment, lorsque Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre d'années, tout d'un coup, les discours racistes ressortaient beaucoup plus fort qu'avant, comme s'ils avaient plus légitimité à s'exprimer. Ils étaient là, ces discours, avant, mais on ne les voyait pas. Et tout d'un coup, ils remontaient à la surface. Là, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui vont remonter à la surface. Le meilleur, la joie, l'idéalisme, l'envie de changer, l'envie de vraiment passer à autre chose. Et puis, tout le niveau de frustration considérable qui s'est accumulé depuis des années, le niveau de défiance vis-à-vis des autorités, des médias, etc. Il y a un peu tout ça. En tout cas, je te remercie sincèrement, pleinement. J'ai adoré voir ce regard avec ces cerclages rouges en face de moi. Écoute, je suis ravi de t'avoir rencontré. J'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter ensemble. En tout cas, pour l'émission… Je ne sais pas, parce que tu as commencé en disant que c'était la première fois la meilleure. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais avoir envie d'une deuxième. Ah, là, à cet endroit, effectivement, on ne peut plus se revoir. Sinon, ce serait moins bien tout de suite. En tout cas, je te remercie énormément.